Bonjour, bienvenue sur le stand de la communauté des offreurs de solutions pour ce nouveau cycle de conférences. Je suis Grégory Bourrait, référent pour l'industrie du futur au sein de CMS Automatisme, concepteur fabricant de machines spéciales. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'industrie du futur et comment celle-ci est appréhendée dans la conception et fabrication de machines spéciales. Donc, vie ma vie de fabricant de machines spéciales. Un mot sur l'entreprise. Nous sommes une PME familiale avec plus de 36 ans d'expérience en usinage et en machines spéciales. Nous sommes un peu moins d'une centaine d'employés sur le site de Schweyen en Moselle, avec 35% de part à l'export, notamment vers l'Allemagne. Nos métiers principaux sont la sous-traitance mécanique, l'usinage, la mécanique générale, la machine spéciale avec de l'automatisme, la robotique, l'informatique industrielle et une solution de produit clé en main qui est basée sur notre expérience d'intégrateur de solutions et de fabricant de solutions, et un nouveau laïus sur l'usine du futur, des développements, des preuves de concept autour de nouvelles solutions de l'industrie du futur, notamment un AMR, un robot mobile autonome, qui a été présenté lors d'une conférence précédente. Alors, la première chose, c'est on va parler d'industrie du futur de machines spéciales. Donc, qu'est-ce que c'est que la machine spéciale? Ça peut être des systèmes de production qui sont notamment conçus sur mesure, avec des besoins très spécifiques. Tout ce qu'on ne rencontre pas sur le marché qui est générique peut être considéré comme une machine spéciale. Donc il faut à la base avoir une originalité technique, et bien souvent il y a des exemplaires uniques. Vous m'entendez toujours? Exemplaires uniques, ce qui fait qu'il y a une recherche d'innovation et on a assez peu de recul sur la mise en œuvre de solutions. Donc il y a des prises de risques. Ça s'applique à tous les environnements où il y a des nécessités d'automatisation, de robotisation avancée. Donc que ce soit de l'automatisation de fabrication, de l'assemblage, test, mesure, contrôle en ligne, le conditionnement, la transitique, donc avec des convoyeurs, la robotique mobile, etc. Donc nos métiers, nos savoir-faire vont tourner autour essentiellement aujourd'hui de la mécanique. On a un bureau d'études dédié à tout ce qui est conception, fabrication, mécanique, un bureau d'études en électrique, donc schématique, électrique, l'automatisation, la robotisation, l'informatique industrielle, la vision, la perception, l'intelligence artificielle, la robotique, je l'ai dit, et, voilà. Et les métiers, on le verra dans la présentation, vont évoluer, donc on se tient prêt à prendre en charge de nouveaux métiers. Ce sera une nécessité, notamment. Donc la machine spéciale, on a vu le concept, les révolutions industrielles, donc l'industrie du futur, se situe au cœur de la 4e révolution industrielle. Quand on fait le comparatif avec les révolutions précédentes, ce qu'elle met en avant aujourd'hui, c'est l'intelligence. C'est capter de l'information, la traiter en vue de pouvoir piloter automatiquement une unité de production. Donc on va dire que la machine est intelligente, elle a des capacités de traitement interne, et on va parler de systèmes cyberphysiques. Donc suivant le cas de figure des personnes et avec le niveau d'appétence potentielle, donc ces concepts peuvent avoir des notions plus ou moins variables, donc, et des usages qui sont différents. Mais d'une manière générale, si l'industrie de la révolution 1 et 2 était plutôt composée de composants universels, non spécialisés, compatibles, interchangeables, je parle par exemple des clous, des vis, des choses universelles, la 3e révolution industrielle a vu naître plutôt des outils très spécialisés dans un contexte très refermé, propriétaire, que compatibles dans un écosystème très bien défini et très précis. C'est ce qu'on appelle le vendor lock-in, donc les solutions verrouillées par le fournisseur. Du coup, la 4e révolution industrielle, c'est essayer de profiter de la communauté, des avancées technologiques, des communautés de normalisation, par exemple, tout ce qui est standard de l'industrie, pour atteindre une interopérabilité, une flexibilité et une ouverture des technologies. Donc ça passe par de la communication, par exemple. Et l'objectif final, c'est de séparer ce qu'on appelle le quoi du comment. C'est de ne plus être tributaire de la technologie, mais de maîtriser le concept et de s'adapter après aux évolutions technologiques pour garder quand même cette maîtrise.
Donc le premier challenge de la machine spéciale, ça va être l'acculturation conceptuelle. C'est identifier quel est le besoin, qu'est-ce que c'est que l'industrie du futur, l'industrie 4.0. Alors la première difficulté, ou le premier challenge, c'est voilà, il y a plusieurs définitions, plusieurs concepts qui sont nés dans le monde. L'industrie 4.0 a été promulguée en 2011 en Allemagne. Et donc les Allemands, qui ont une avance technologique certaine, voulaient garder cette avance et ont tout mis en œuvre, à la fois avec des industriels, des institutionnels, une façon de voir l'avenir et de pérenniser leurs solutions technologiques. Donc on va parler de systèmes cyberphysiques, de produits personnalisables, comment garantir la production sur le territoire. Ça passe par la personnalisation. Sinon, les pays à plus bas coût sont notamment plus efficients en termes de coûts. L'industrie du futur, c'est un concept qui est né en France en 2013, donc qui est appuyé par l'Alliance pour l'industrie du futur. Donc là, on va parler plutôt fabrication additive, réalité augmentée, virtualisation de l'usine, objets connectés, etc. Donc c'est vraiment centré sur l'exploitation de la donnée. Les systèmes cyberphysiques, ce sont des composants physiques qui vont pouvoir collaborer en échangeant des informations. Donc il y a de la communication, il y a de la donnée, donc on entre vraiment dans l'ère. Ce qui fait la richesse aujourd'hui, c'est centré sur la donnée. Et l'idéal, voilà, l'utopie, ce serait que l'usine s'autorégule, qu'à la fois il y ait des demandes clients diverses et variées, personnalisables, qui arrivent par un chemin à travers l'ERP, etc., qui soient prises en compte dans l'entreprise. Là, les outils de production vont se reparamétrer, se reconfigurer de manière complètement automatisée, et à l'image d'un avion avec un autopilote, en fonction des aléas de production ou des demandes particulières, le tout va s'auto-réguler. Voilà. C'est une utopie. On tend vers cet objectif. Ce qu'on retrouve dans la littérature, voilà, on va parler d'usine du futur, de smart factory, connected factory, factory 4.0. Voilà, l'idée globale, c'est quand même d'être plus performant, plus flexible, connecté, sûr, respectueux de l'environnement, économe en énergie, c'est important surtout aujourd'hui, et plaçant l'homme au cœur du modèle, sachant qu'il y a, je ferai un laïus là-dessus à la fin de la conférence sur l'industrie 5.0 et plus. Le challenge numéro 2, donc ça concerne l'acculturation technologique. Quels sont les nouveaux outils technologiques? Alors quand on dit nouveau, on le verra tout à l'heure, certains ne sont pas forcément nouveaux, mais aujourd'hui sont plus mûrs sur le marché pour être intégrables. Donc il y a d'un côté toutes les technologies qui tournent autour du numérique, les technologies de l'information et de la communication. On va parler de modélisation, de simulation, de réalité virtuelle augmentée, de CFAO, d'objets intelligents, des IoT, donc l'Internet des objets industriels, des protocoles spécifiques de communication, la sécurisation, la cybersécurité, etc. Ça, donc il y a des technologies hors numérique, donc tout ce qui est procédé de fabrication 3D, additive, contrôle non destructif, des machines intelligentes avec l'automatisation, la robotisation, des procédés de fabrication et du contrôle en ligne et de la vision-perception. Il y a également un point de vue hiérarchique. Donc l'industrie du futur ne se cantonne pas que à des solutions technologiques, c'est vraiment une philosophie globale. Et il y a des points de vue qui sont poussés notamment par des référentiels normatifs comme le RAMI 4.0, donc qui donne une vision vraiment système du concept, donc qui passe par des couches, donc polymorphes, multidimensionnelles, et ça tranche un petit peu avec les vendeurs de solutions qui vendent qu'un petit bout de la brique et qui n'ont pas forcément ce point de vue beaucoup plus global. Troisième challenge, donc c'est l'identification des technologies qui sont matures sur le marché. Donc on va parler de courbe de tendance, la courbe de hype, qui définit à partir de quel moment les technologies sont intéressantes à mettre en œuvre sur le marché. Donc il y a l'intérêt au départ, donc vous le voyez ici, l'intérêt au départ qui est grandissant, l'intérêt qui arrive à son sommet, ensuite un creux qui est dû à l'appropriation de l'industrie de ce concept.
Et donc il y a une tendance plutôt lente après à mise sur le marché. Donc voilà les tendances, par exemple pour 2022. Donc on voit le machine learning, donc qui en est encore au début de la tendance et qui, voilà, dans les années futures, sera une technologie qui sera mûre et vraiment stabilisée. On peut prendre également l'exemple de la cobotique. Donc il y a quelques années, il y a 7-8 ans, la cobotique était au sommet de sa courbe de hype. Et aujourd'hui, la tendance est, il y a eu un pic plutôt creux les années qui ont suivi. Aujourd'hui, il y a une nouvelle tendance augmentante parce que le marché est mûr et parce que la technologie est mûre également. Le jumeau numérique, c'est également important. Donc on va parler de modèles d'ombre et de jumeaux numériques. Tout dépend en fait de la connectivité avec le système réel. Donc il faut s'intéresser à quel est le ratio gain-coût par rapport à tout ça. Tout ce qui est gestion de l'information de la donnée dans le cloud, donc les solutions SaaS par exemple. Donc il faut avoir une vision plus globale sur la confiance dans les offreurs de solutions, etc. Un œil sur les sciences cognitives. Voilà, comment est-ce que l'opérateur va interagir avec l'installation, avec la machine, avec le système. Donc savoir le mettre en conditions optimales. L'ingénierie système, c'est comment concevoir sur tout le cycle de vie un produit de la manière la plus rapide possible et la plus efficace avec le coût le moindre. Et l'interopérabilité, notamment en exploitant des protocoles de communication qui soient standardisés, qui soient universels. Le challenge numéro 4 concerne l'interaction avec tout l'écosystème de fournisseurs et de partenaires, ce qu'on appelle des partenaires. Donc vous êtes sur le stand de l'ACOS, la communauté des offreurs de solutions, dont j'ai représenté ici la plupart des membres. Donc l'idée c'est d'identifier les bons fournisseurs qui ont les prestations suffisantes pour pouvoir vraiment réaliser le projet qui peut être complexe. Donc chez CMS Automatisme, la machine spéciale, c'est à chaque fois en partie une prise de risque parce qu'il y a de l'innovation constante, constamment. Donc on se réserve jusqu'à 20% d'innovation à chaque fois dans les projets et on va identifier quels sont les partenaires qui seront à ce moment-là du projet les plus à même de répondre technologiquement aux besoins. Donc il y a une vraie relation partenariale qui est réalisée avec les fournisseurs. Il y a également de la veille technologique, donc participer à des salons, s'acculturer, je l'ai dit tout à l'heure, participer à des sessions d'information, d'acculturation, etc., du réseautage. Le challenge numéro 5, c'est de prendre des responsabilités, d'innover. Donc si sur le marché, il n'y a pas forcément tous les produits qui répondent aux besoins, donc c'est prendre la décision, par exemple, de les développer. Ça pose des questions, notamment, est-ce que les compétences sont en interne? Est-ce qu'il faut développer de nouvelles compétences? Par notamment tout ce qui est massivement tourné vers le logiciel aujourd'hui, quid de la cybersécurité, comment est-ce qu'on assure le maintien en conditions opérationnelles sur toute la durée de vie. Si on fait appel à des prestataires externes, est-ce qu'eux ont la compétence, comment ils vont être intégrés sur le projet, parce qu'il faudra quand même un relais en interne. Est-ce qu'il y a des ressources à disposition, des moyens, un budget, un temps imparti pour faire des preuves de concept ou autre, et développer toute une nouvelle proposition de commercialisation. Donc est-ce que sur le marché est prêt à intégrer ce type de solution qui serait innovante. Et j'en parlais de la maintenance sur le long terme, donc tout ce qui va concerner voilà, la gestion des coûts, lorsque les composants ne sont plus disponibles sur le marché, est-ce qu'on sera capable de remodifier le composant, c'est vraiment d'actualité. Le challenge numéro 6 concerne les ressources humaines, donc la gestion des métiers. Alors Pôle emploi annonce que pour 2030, 85% des emplois n'existent pas encore aujourd'hui, donc il y a une réelle évolution rapide. Donc là, voilà, j'ai dressé un portrait de tous les métiers actuels et en devenir. Si vous demandez à des personnes un peu plus d'expérience ce que c'est que voilà, un analyste SOC ou un bionaute, ça va être plus compliqué d'appréhender à la fois sur les différentes générations voilà, les métiers d'aujourd'hui, les métiers du futur. La tendance pour 2030, c'est massivement d'avoir des besoins en informatique au sens large. Il y a quand même l'industrie qui est présente à hauteur de 20%, mais l'informatique, c'est quand même les métiers et le numérique, les métiers d'avenir.
Le challenge numéro 7 concerne la formation des collaborateurs. Donc il faut être agile, il faut se remettre quelque part en question en permanence, ne pas que consommer des solutions technologiques, il faut aussi les maîtriser. Et ça passe par la formation tout au long de la vie. Donc il faut être moteur de ce changement, participer également à la formation, faire de la diffusion au sein de l'écosystème académique. Exemple pour nous, donc voilà, des partenariats académiques avec des écoles, des IUT, des lycées, des CFAI, etc. Le challenge 8, j'en ai parlé assez brièvement, c'est le management intergénérationnel. Donc c'est comment faire avec une mixité de profils différents, notamment aujourd'hui avec la génération Z, qui a des attributs différents des générations précédentes. Donc comment travailler en symbiose, arriver à motiver les personnes. Donc on va parler d'homo numericus, sachant que la plupart des personnes de 40 à 59 ans sont quand même connectées, donc ont quand même accès à de la ressource numérique. Le challenge numéro 9 concerne la collaboration. Comment exploiter des outils du numérique pour améliorer le triptyque qualité-coût-délai. On va parler notamment de tout ce qui est gestion documentaire. Alors, je vais citer l'exemple de ce qui est utilisé chez nous, Microsoft SharePoint. Tout ce qui est développement de code avec des plateformes de partage, de suivi collaboratif de gestion de code. En développement informatique, en CAO, s'appuyer sur des plateformes dédiées comme 3D Experience de Dassault et avec des outils communicatifs comme Teams qui vont permettre d'interagir à distance, de par exemple proposer de nouvelles prestations à des clients comme des revues de projet à distance et valider peut-être plus rapidement des concepts et être plus rapide sur la livraison de la solution finale. D'une manière globale, on a parlé d'industrie 4.0. Un professeur d'université à Tallinn a identifié l'industrie 4.1 comme la mise en pratique de la théorie. Donc en pratique, chez CMS, on s'intéresse à la maintenance préventive, conditionnelle et prévisionnelle. Donc sur une plateforme technologique de démonstration, mettre en œuvre des solutions de captation de la donnée directement en pied de machine et de le traiter en temps réel. Donc on peut utiliser des outils de l'open source par exemple pour faire de l'acquisition de données, donc de manière non intrusive, de générer des statistiques de production et de qualité directement en pied de machine. Il y a quelques temps, avec des collègues de la communauté des offreurs de solutions, nous avions réalisé des webinaires, notamment sur le jumeau numérique. Donc un petit laïus là-dessus, sur les moyens qui sont mis en œuvre aujourd'hui et qui sont accessibles pour réaliser plus rapidement des concepts de trajectoire robotique. Il y a également de la partie cybersécurité, du diagnostic temps réel évolué, la vision industrielle, la robotique mobile, qui est également un sujet important chez CMS Automatisme, et la localisation en temps réel des équipements. Donc pour synthétiser, il y a un constat qui a été fait par un peu un ressenti général, par une étude d'un cabinet franco-allemand qui a quand même une tendance à un sentiment d'échec, que plus de 10 ans après l'émergence du concept de l'industrie du futur, il y a une certaine inertie, que c'est pas encore naturel. Alors il y a peut-être des explications, que l'adoption est lente, mais il y a quand même une tendance plutôt intéressante, que ça nécessite quand même un investissement, mais de repenser aussi toute la façon de produire. Que le cycle de l'effervescence n'est pas forcément toujours là au bon moment. Je parlais de la cobotique à un moment donné, il y a 7-8 ans. Mais d'une manière générale, le parc matériel, logiciel, d'usines, de fabrication de production, français en tout cas, est vieillissant. Ça doit être une vingtaine d'années en moyenne, tout secteur d'activité confondu. Donc, appliquer des concepts de l'industrie du futur 4.0 à des systèmes, des usines vieillissantes, c'est un réel challenge. Souvent, on entend des discours comme de toute façon, c'est pas pour moi, j'en ai pas le besoin, c'est trop complexe, on ne comprend pas l'intérêt parce qu'on n'a pas saisi vraiment la technologie culturellement ce que ça apportait. Pourtant, aujourd'hui, pour devenir crédible de nouveau et pouvoir réindustrialiser la France, alors, il faut investir massivement. Il y a des plans d'investissement, il y a de l'aide qui est faite par des institutionnels, le Grand Est notamment, étatique également.
mais qu'il y a de l'incertitude, notamment on parle de véhicules électriques. Toute l'économie qui tourne autour de la mobilité aujourd'hui est en mutation. Donc comment dire, appréhender l'avenir, c'est un challenge. Pourtant, avec la Covid-19, il y a quand même eu une prise de conscience. On a essayé de relocaliser. Les outils du numérique ont permis de collaborer. Donc le télétravail, ça a permis aussi peut-être d'embaucher des collaborateurs, pas forcément sur site, suivant les métiers. Donc il y a quand même une certaine ouverture qui a été créée et c'est de bon augure, je veux dire. Le questionnement final, c'est quelques pistes pour s'interroger sur l'intérêt de pouvoir intégrer des technologies de l'industrie du futur. Je ne vais pas les aborder précisément, mais voilà, il y a quelques réflexions pour vraiment sonder s'il y a un intérêt potentiel à investir. Et je terminerai sur l'industrie 5 et plus, l'industrie du futur. Alors 5.0 est vraiment centré sur l'homme, donc c'est que l'homme est augmenté de toutes les technologies, et il y a déjà des perspectives de l'industrie 6.0 avec des concepts vraiment à beaucoup plus long terme. On n'y est pas encore. Voilà. Merci pour votre attention.